Nous sommes un studio de doublage et ce soir nous allons vous lire une histoire qui nous a traversé comme une lame froide. Asseyez-vous, respirez et écoutez. Il y a des nuits où le téléphone sonne et tu sais, avant même de décrocher, que quelque chose vient de changer. Pas une intuition vague, une certitude physique, dans le ventre, dans les mains. Ce soir-là, c'était un mercredi, 2h20 du matin. Mon téléphone vibrait sur le plan de travail de la cuisine et le prénom qui s'affichait sur l'écran, je ne l'avais pas vu depuis 8 mois. Théo, mon frère. Je suis Camille Renard, j'ai 28 ans. Je suis infirmière en réanimation à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Je travaille dans un service où les gens arrivent quand tout le reste a échoué. J'ai appris à lire un visage en 2 secondes, à entendre ce qu'une voix ne dit pas, à rester debout quand le sol se dérobe sous les pieds d'une famille entière. C'est mon métier. Mais ce soir-là, quand j'ai décroché et entendu la voix de Théo, tremblante, presque méconnaissable, ce n'était plus le métier. C'était l'enfance. C'était tout ce que j'avais passé 11 ans à mettre derrière moi. Il était dans un lit d'hôpital, à Lariboisière, mon hôpital, et il me demandait un rein. Je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Mais pour ça, il faut remonter. Loin. Jusqu'à une petite ville du Loiret que je n'arrive toujours pas à appeler chez moi, même aujourd'hui. Je suis née à Montargis. Pas la ville de carte postale, l'autre Montargis. Celui des rues perpendiculaires au canal, des pavillons avec des volets marrons, des supermarchés en zone commerciale et des dimanches qui durent 3 semaines. Mon père, Gérard, avait un garage sur la route de Châteauneuf. Juste lui et un employé à mi-temps. Il réparait des voitures avec la précision d'un chirurgien et le mutisme d'un bloc de granit. Ma mère, Sylvie, travaillait à la médiathèque municipale 2 jours par semaine à remettre des livres en rayon et à photocopier des formulaires administratifs pour les gens qui ne savaient pas se servir d'une imprimante. Elle avait une voix douce et une tendance à finir les phrases de mon père avant même qu'il les commence, mais dans le sens où il voulait les entendre, pas dans le sien. Et puis il y avait Théo, 2 ans de plus que moi. Théo, c'était le plan. Pas le plan dit à voix haute, mais le plan qu'on sentait partout. Dans la façon dont mon père l'emmenait au garage le mercredi après-midi. Dans la façon dont les dîners tournaient autour de ses notes, de ses projets, de ses possibilités. Théo voulait faire une école de commerce. Théo hésitait entre Lyon et Toulouse. Théo avait besoin de nouveaux livres, d'un ordinateur, d'un stage d'été. Moi, j'existais dans les marges de ces conversations. Ma mère disait parfois, comme pour équilibrer quelque chose, « Camille est très sérieuse à l'école ». Et mon père répondait « Elle s'en sortira, elle est débrouillarde ». C'était ça, mon avenir selon eux. Débrouillarde. Comme si être capable de se débrouiller seul était une qualité et pas une prédiction qu'ils étaient en train de rendre vraie. J'avais une prof de biologie en terminale, Madame Vernet, qui me gardait après le cours 1 fois par semaine pour me faire lire des articles de recherche. Elle disait que j'avais quelque chose, une façon de relier les informations, de voir les systèmes. Elle m'a parlé de concours, de filières, de bourses. J'ai ramené tout ça à la maison un soir de novembre, les mains légèrement tremblantes, parce que j'avais l'impression de porter quelque chose de fragile. Ma mère était dans la cuisine, je lui ai parlé pendant 10 minutes. Elle écoutait, en remuant une sauce, le dos tourné. À la fin, elle a dit « C'est bien, ma grande ». Et elle a appelé Théo pour qu'il vienne dîner. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je me souviens d'avoir pensé que pleurer, c'était pour les situations qu'on n'avait pas vues venir. L'automne de mes 17 ans, un soir d'octobre. J'étais dans ma chambre, sur un devoir de SVT, quand j'ai entendu mes parents parler à voix basse dans la cuisine. Ce ton particulier, les adultes qui parlent d'argent. Je suis descendue. Mon père était assis, des papiers devant lui, stylo en main. Ma mère se tenait debout derrière lui, la main posée sur le dossier de sa chaise. Ils m'ont dit de m'asseoir. Il y avait un compte. Un compte ouvert à ma naissance par ma grand-mère maternelle, Mamie Geneviève, ancienne institutrice de sens, femme qui avait lu plus de livres que certaines bibliothèques et qui croyait dur comme fer que l'éducation des filles était une priorité, pas une option. Elle avait mis de côté 32 000 € pour moi. 32 000 €. J'avais su vaguement que ce compte existait, mais jamais les détails, jamais le montant. Ce soir-là, j'ai su les deux en même temps. Et en même temps, j'ai su que c'était fini. Théo avait un compte similaire, 18 000 €, qui couvrait sa première année et une partie de la deuxième. Le reste, disait mon père, était insuffisant. Le garage avait eu un mauvais trimestre, les frais de scolarité de Théo étaient plus élevés que prévu. Il fallait combler. Et pour combler, il y avait mon compte. Mon père a dit ça avec la même voix qu'il utilisait pour annoncer à un client que sa boîte de vitesse était à changer. Un problème technique, une solution technique. Aucune émotion parasite. J'ai dit
c'est mon argent, mamie Geneviève l'a mis pour moi. Il a posé le stylo, il a dit « Ton nom est dessus, mais c'est moi qui ai géré ce compte, c'est pour la famille. » Et puis il a dit la phrase, celle que j'ai portée pendant 11 ans dans ma poitrine comme un caillou. Il a dit « Les filles n'ont pas besoin de diplôme, Camille. Tu vas te marier, tu t'en sortiras. » J'ai regardé ma mère, elle regardait la table. J'ai attendu 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai signé les papiers avec un stylo bleu. Je me souviens de la couleur du stylo. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça et pas d'autre chose. Le lendemain matin, j'étais debout avant eux. Ma mère versait du café. La radio était allumée, quelque chose de calme, une voix d'homme qui parlait de météo. J'ai demandé, juste ça, une seule question. « Maman, tu étais d'accord avec ce que papa a décidé ?» Elle a posé la cafetière, elle ne s'est pas retournée. Elle a dit « On peut seulement se permettre un avenir, Camille. Théo en a besoin plus que… » Elle n'a pas fini la phrase. C'est là que j'ai compris que la phrase incomplète était peut-être la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je n'ai plus pleuré après ce matin-là. Je veux dire ça clairement. Non pas parce que la douleur s'est éteinte, mais parce que j'ai compris quelque chose de fondamental sur cette maison. Les larmes n'avaient aucune valeur d'échange ici. Personne ne troquait quoi que ce soit contre mes émotions. Alors j'ai décidé de faire des échanges avec autre chose. La semaine suivante, j'avais imprimé des demandes de bourse sur la photocopieuse de la médiathèque où travaillait ma mère. Elle a vu les papiers dans mon sac un mardi soir. Elle n'a rien demandé. Le restaurant Quick de la zone commerciale embauchait pour le soir. J'ai menti sur mon âge, de 6 mois. J'ai commencé à 16h30, fini à 22h, les samedis et dimanches. Je portais des plateaux et je souriais à des gens qui me regardaient comme si j'étais transparente. J'ai économisé ce que je pouvais. 40 € une semaine, 60 une autre, parfois 20. La semaine suivant mon baccalauréat, j'ai pris 2 valises et je me suis installée dans un studio au-dessus d'une laverie automatique rue de la Chaussée à Montargis. 420 € par mois. Un coin cuisine, une fenêtre qui donnait sur un mur, une douche si étroite que je me retournais de côté pour me laver les cheveux. Le tambour de la laverie secouait le sol toutes les 20 minutes. J'ai appris à dormir avec. J'ai enchaîné les extras en restauration le soir et les week-ends et j'ai passé ma certification d'aide-soignante à 20 ans dans un institut de formation à Orléans. 16 semaines de cours et de stages. J'avais économisé la moitié des frais et emprunté le reste à une banque qui m'a regardée avec scepticisme pendant tout l'entretien. J'ai commencé à travailler en EHPAD à Olivet, le genre d'endroit où les jours se ressemblent tous et où le moindre sourire d'un résident devient une victoire. C'était épuisant, c'était ingrat. J'étais bonne. J'ai candidaté à l'IFSI de Paris à 22 ans. Institut de formation en soins infirmiers, Lariboisière, 12e arrondissement. J'ai débarqué dans la capitale avec tout ce que je possédais dans le coffre d'une Renault Clio, acheté 2000 € sur le Bon Coin. La vitre arrière gauche ne descendait plus complètement. Le témoin de température s'allumait par temps froid pour des raisons que je n'ai jamais comprises. Je m'en fichais. 3 ans de formation. Je travaillais la nuit comme aide-soignante intérimaire dans les cliniques du 11e et du 19e pour payer le loyer d'une chambre en colocation à Pantin. 20 mètres carrés, une fenêtre sur une cour intérieure, une colocataire infirmière, elle aussi, qui dormait le jour quand je dormais la nuit et inversement. On se laissait des mots sur le réfrigérateur. On a vécu ensemble 2 ans sans jamais manger ensemble une seule fois. Mon diplôme d'État, je l'ai eu un jeudi de juin. La cérémonie était dans une salle du 16e arrondissement avec des chaises en plastique et des petits fours trop sucrés. Il n'y avait personne pour moi dans la salle. Pas de père qui applaudit trop fort, pas de mère qui cherche un mouchoir dans son sac. J'ai marché jusqu'à l'estrade, j'ai pris le diplôme et j'ai pensé à mamie Geneviève, qui était morte 2 ans plus tôt sans savoir que j'y étais arrivée quand même. Je me suis dit « c'est pour toi mamie » et j'ai souri pour elle. 2 ans plus tard, j'étais infirmière titulaire en réanimation à Lariboisière. C'est là où mon téléphone a vibré à 2h20 du matin avec le prénom de mon frère sur l'écran. Pendant que je construisais tout ça, Théo était à l'école de commerce de Toulouse avec 32 000 € qui n'étaient pas à lui. Il a changé de filière 2 fois, management, puis communication, puis retour au management. Il a intégré une association étudiante qui organisait des soirées. Il a bu la plupart des week-ends, puis certains soirs de semaine. Il a validé ses 5 ans avec la moyenne, un diplôme dans une spécialité dont personne n'avait besoin et une dette émotionnelle qu'il ne comptait pas encore. Il est rentré à Montargis à 25 ans. Il s'est installé dans la chambre du bas chez nos parents,
la chambre avec le papier peint à rayures que ma mère n'avait jamais refait. Il a trouvé un travail au comptoir d'un magasin de pièces auto sur la Nationale. Mon père disait qu'il trouvait ses marques. Ma tante Françoise, qui appelait de temps en temps pour des nouvelles, me disait qu'il allait bien, qu'il cherchait sa voie. Ce que personne ne voyait ou ne voulait voir, c'était le reste. Théo était fatigué tout le temps. Ses chevilles gonflaient le soir. Il avait soif sans arrêt. Il attribuait ça aux longues journées debout et à une mauvaise circulation. Il n'est pas allé voir de médecin parce que dans ma famille, on n'allait pas chez le médecin pour de la fatigue. Mon père avait posé cette règle sans jamais la formuler. On ne se plaint pas, on attend que ça passe. Ça n'a pas passé. Un néphrologue m'a expliqué plus tard, avec des mots que je comprends parfaitement maintenant, ce qui se passait dans le corps de Théo depuis des années. Une glomérulonéphrite à IgA, une maladie auto-immune, chronique, aggravée par la consommation d'alcool et l'absence de suivi médical. Ses reins se dégradaient discrètement, sans douleur manifeste, jusqu'au moment où il n'y avait plus grand-chose à dégrader. Il s'est effondré derrière son comptoir un jeudi matin. Ses collègues ont appelé le 15. L'ambulance l'a amené à Lariboisière parce que c'était l'hôpital le plus proche. Mon hôpital. Je ne savais pas qu'il était là. Pas tout de suite. 2h20 du matin. J'étais à la station de soins du service, en train de noter les paramètres d'un patient en post-opératoire. Le téléphone a vibré. Théo. J'ai regardé le prénom pendant 2 secondes, puis j'ai décroché. Sa voix était petite, tremblante d'une façon particulière. Pas de peur, mais d'épuisement profond. Le genre de tremblement qu'on a quand le corps n'a plus beaucoup de réserve. Il a dit « Camille, je suis à Lariboisière. Le médecin a dit que mes reins, que ça s'arrête. » Que c'est fini. Mon cerveau d'infirmière s'est enclenché avant que quoi que ce soit d'autre ait eu le temps de réagir. J'ai demandé quel service, quel médecin, est-ce qu'il avait eu une créatinine de référence. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et puis il a dit « J'ai peur, Camille ». Je me suis appuyée contre le mur du couloir. Le néon au-dessus de moi bourdonnait. Mon frère était quelque part dans ce bâtiment, dans un lit, connecté à des machines que j'entretenais pour des familles inconnues tous les soirs. Et il me disait qu'il avait peur. J'ai dit « Je passe te voir en fin de garde ». Ma voix était posée, professionnelle, la même voix que j'utilisais pour annoncer à une famille que la prochaine heure serait déterminante. Il a dit « Camille, je suis désolée d'appeler aussi tard. Il m'avait pris 32 000 € dans le futur et il s'excusait de téléphoner à 2h du matin. J'ai terminé ma garde, j'ai contrôlé chaque perf, chaque paramètre, chaque dossier. À 6h15, j'ai pointé. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et je me suis retrouvée dans un couloir que je connaissais par cœur, mais que je voyais différemment ce matin-là. La chambre 412. La porte était ouverte. Théo était dans le lit, redressé contre les oreillers. Il avait maigri. Sa peau avait cette teinte jaune-grise que je reconnais maintenant, au bout de quelques secondes, la teinte de quelqu'un dont les reins ne filtrent plus rien depuis trop longtemps. Une machine de dialyse ronronnait à côté de lui. J'en avais vu des centaines. Celle-là faisait le même bruit que toutes les autres. Mais dans cette chambre, le bruit sonnait différemment. Il a essayé de sourire quand je suis entrée. Il a dit « Belle blouse ?» Je ne me suis pas assise. Je me suis postée au pied du lit et j'ai regardé le dossier accroché sur le cadre. Voie centrale en sous-clavière droite pour l'accès dialyse. Restriction hydrique. Perte de masse estimée à 25 kg sur l'année écoulée. Je lui ai dit « Raconte ?» Il m'a raconté. Les mois de fatigue inexpliqués. Les chevilles qui gonflaient et qu'il mettait sur le compte de ses chaussures de travail pas chères. Le sang dans les urines qu'il avait cru être une infection banale. L'absence d'assurance maladie complémentaire parce qu'il n'avait jamais pris le temps de s'en occuper. L'effondrement derrière le comptoir. La néphrologue, la docteure Elisabeth Marchand, qui lui avait annoncé le lendemain que ses reins fonctionnaient à 12%. Insuffisance rénale terminale. Dialyse 3 fois par semaine. Et dans les meilleurs cas, une greffe. Elle lui avait dit qu'un membre de la famille était la meilleure option pour un donneur, un frère ou une sœur. Il avait levé les yeux sur moi au bout de cette phrase. J'ai regardé la machine de dialyse, le ronronnement régulier, mécanique, indifférent. J'ai dit « Il faut que je réfléchisse ». Et je suis sortie. J'ai pris les escaliers parce que l'ascenseur me semblait trop fermé. Je me suis retrouvée dans le parking, dans ma voiture, et je suis restée là sans mettre le contact pendant 11 minutes. 11 minutes, j'ai compté. 2 jours plus tard, mes parents étaient à Paris. Ils n'avaient pas appelé avant de venir. Ils avaient téléphoné à Théo pour avoir le numéro de chambre et ils avaient pris la Nationale le matin sans me prévenir.
Ma mère m'a envoyé un SMS à midi. On est arrivé, chambre 412, viens quand tu peux. Viens quand tu peux. Comme une invitation. Ça sonnait comme une convocation. Je suis montée en fin de poste, en jean et un pull gris. Je n'avais pas mis de blouse. Je ne voulais pas arriver comme leur infirmière. Je voulais arriver comme leur fille. Mon père était debout près de la fenêtre, bras croisés, regard sur le parking, l'air de quelqu'un qui évalue combien vaut une carrosserie. Ma mère était assise dans le fauteuil à côté du lit, la main de Théo dans la sienne. Elle avait vieilli, plus grise, plus fine, comme si quelque chose s'était lentement consumé en elle depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle s'est levée pour me prendre dans les bras. Le câlin a duré plus longtemps que je ne m'y attendais. Elle sentait l'assouplissant, le même depuis que j'avais 4 ans. Je me suis laissée faire. Mon père est venu et il m'a mis un bras autour des épaules, une accolade de côté, courte, comme on fait à un collègue lors d'un pot de départ. Puis, il est allé directement au fait. Il a dit « Le médecin a dit qu'un frère ou une sœur était le meilleur match. Tu dois te faire tester. Pas est-ce que tu pourrais envisager. Pas comment tu te sens avec tout ça. Tu dois. Comme si c'était une révision de contrôle technique. J'ai dit, je vais y réfléchir. Il a levé les sourcils. Il n'y a rien à réfléchir. C'est ton frère. Je n'ai pas répondu. J'ai embrassé ma mère sur la joue. J'ai regardé Théo une seconde et je suis sortie. Dans l'ascenseur, j'avais les mains qui tremblaient. Je les ai serrées en poing jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai relu ce que je savais déjà sur les dons de reins entre vivants. La néphrectomie laparoscopique, 2 à 4 heures au bloc, 4 à 6 semaines de convalescence. Le rein restant, compensé en quelques mois dans la plupart des cas. Les risques existaient, infection, complications thromboemboliques, une très petite probabilité de se retrouver soi-même en insuffisance rénale un jour. Je connaissais tout ça. Je le connaissais comme je connaissais les dosages des médicaments. Automatiquement, sans affect. L'affect était ailleurs, derrière un mur que j'avais construit depuis 11 ans. Le lendemain matin, mon amie et collègue Soline m'a attrapée dans la salle de pause. Soline avait 6 ans de réanimation, un sens de l'observation chirurgicale et une façon de ne pas mâcher ses mots qui m'avait immédiatement plu quand on s'était rencontrés. Elle m'a regardée et elle a dit « Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 1 semaine. Parle. » Alors j'ai parlé. Plus que je n'avais jamais parlé à qui que ce soit. Mon frère est au 4e, insuffisance rénale terminale. Je suis peut-être compatible. Et elle a posé sa tasse. Elle a dit « Il est ici, dans cet hôpital ?» Et puis, elle m'a posé la seule question que personne d'autre n'avait pensé à poser. « Est-ce que toi, tu veux être testé ?» J'ai regardé les carreaux du plafond. J'ai compté les points dans un carré. J'ai dit « Je ne sais pas ce que je veux. C'est exactement le problème. » Soline a posé sa tasse et s'est appuyée contre le plan de travail. Elle a pris cet air qu'elle prenait quand elle était sur le point de dire quelque chose qu'on n'avait pas envie d'entendre. Elle a dit « Le bilan de compatibilité, c'est la partie simple, Camille. C'est la conversation que tu évites qui est difficile. » Elle avait raison. Je me suis inscrite au bilan HLA le mercredi. La docteure Marchand a fermé la porte de la salle d'examen et m'a regardée avec la franchise tranquille des médecins qui respectent les soignants. Elle a dit « Je veux être claire, ce processus est entièrement volontaire. Aucune pression familiale, aucune pression médicale ne peut vous contraindre à donner. C'est la loi et c'est la politique de cet hôpital. » J'ai dit « Je sais, je travaille ici. » Elle a presque souri. Les résultats sont arrivés 1 semaine plus tard. 5 antigènes HLA sur 6 compatibles. Cross-match négatif. Compatibilité exceptionnelle. La docteure Marchand a dit « Médicalement, vous êtes une candidate idéale. » Pause. Mais la compatibilité médicale ne crée pas d'obligation morale. Elle m'a donné la carte de la médiatrice indépendante en don d'organes. Une personne extérieure à l'équipe de Théo, sans lien avec aucun d'entre nous. J'ai mis la carte dans ma poche et j'ai conduit jusqu'à chez moi. De la voiture, j'ai appelé mon père. J'ai dit « J'ai fait le bilan, je suis compatible. » 3 secondes de silence. Puis il a dit « Dieu merci. » Quand est-ce qu'on peut planifier ? Pas « merci à toi », pas « comment tu vas avec ça ». Quand est-ce qu'on peut planifier ? J'ai posé mon front sur le volant. Le moteur était éteint, le parking était vide. Et j'ai compris que cette conversation était la plus longue que mon père m'ait adressée depuis 2 ans et que chaque mot de cette conversation parlait de Théo. La semaine qui a suivi, ma mère a appelé tous les 2 jours. Son message variait légèrement mais revenait toujours au même. Tu sais, Théo empire. On a augmenté les séances à 4 par semaine. Le médecin dit que le temps presse.
Et puis, après un silence calculé, le sang c'est le sang, Camille. On ne laisse pas son frère mourir pour des vieilles rancunes. Des vieilles rancunes. 11 ans, 32 000 euros. Un avenir pris comme on prend un tournevis dans une boîte à outils. Résumé en 2 mots, des vieilles rancunes. Mon père est venu à Paris 2 jours plus tard, sans prévenir. Il s'est assis sur mon canapé sans y être invité, des bottes de chantier aux pieds, l'odeur de l'atelier dans les vêtements. Il a dit « Le curé de Saint-Nicolas a prié pour Théo dimanche. Il voudrait te parler. » J'ai dit « C'est une décision médicale, pas une intention de prière. » Il a ignoré ça. Il a dit « Fais-le simplement, Camille. Arrête de tout ramener à toi, à moi, mon rein, mon corps, ma période de convalescence, mon risque opératoire. » Et je ramenais tout à moi. Il est parti en claquant la porte. Je me suis assise dans le fauteuil et j'ai écouté ses pas dans l'escalier, puis la porte d'entrée de l'immeuble, puis son moteur dans la rue. Il avait dit que si Théo mourait, c'était sur moi. 11 ans apportaient des choses qui n'auraient jamais dû être miennes, et il m'offrait encore quelque chose à porter. Les mots ne sont pas tombés de la façon dont il voulait. Ils sont tombés comme une confirmation. Un dimanche soir, j'avais une patiente en chambre seule, Madame Beaumont, 67 ans, en post-opératoire d'une chirurgie vasculaire. Aucun contact d'urgence dans son dossier. Elle était réveillée à 2 heures du matin, ce qui arrive. Je suis entrée pour contrôler ses paramètres et elle m'a regardée avec des yeux très clairs et elle a dit « Vous portez quelque chose, ma petite ?» On le voit sur les épaules. Une inconnue dans une chemise d'hôpital avait remarqué ce que mes propres parents ne voyaient pas. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pris un carnet. Pas pour écrire des exigences, pour écrire 3 vérités qui devaient être dites à voix haute dans la même pièce avec tout le monde présent, avant que je puisse donner une partie de mon corps à une famille qui avait pris une partie de mon avenir. La première, reconnaître ce qui s'était passé, le conte, la lettre cachée, le mensonge. Le dire clairement, dans cette pièce, à voix haute. La deuxième, mon père me le dit en face. Pas je me suis peut-être trompée sur les études. Il devait dire je me suis trompée sur toi. La troisième, Théo prend soin de lui. Rendez-vous médicaux, suivi addictologique, responsabilité réelle envers son propre corps. Parce que si je lui donnais un rein et qu'il recommençait à boire jusqu'à le détruire, je ne pourrais pas survivre à ça. Ce n'étaient pas des conditions pour un rein, c'était des conditions pour être une famille. J'ai appelé ma mère. J'ai dit « Organisez une réunion à l'hôpital samedi, la chambre de Théo. » J'ai des choses à dire. Silence. Puis elle a dit « D'accord, ma grande. » Mais avant le samedi, il y a eu le jeudi soir, 20h, le prénom de Théo sur mon écran. J'ai décroché. Sa voix était différente de l'appel de la nuit, moins tremblante, plus nette, comme si la dialyse lui avait rendu un peu de lucidité avec les toxines qu'elle avait filtrées. Il m'a dit « Maman m'a dit que tu venais samedi, que tu avais des choses à dire. Elle est inquiète. » J'ai demandé « Et toi ?» Il a répondu « Moi je suis branchée à une machine, 4 fois par semaine, pendant 4 heures. » J'ai dépassé l'inquiète. Un silence. Et puis il a dit quelque chose que j'avais attendu sans même le savoir. Il a dit « Camille, je sais que je n'ai jamais dit ça. L'argent, le compte. Je savais que c'était le tien. Je savais ce que papa disait n'avait pas de sens. Mais c'était plus facile pour moi de laisser faire. Plus facile. Pour lui, un virement avait eu lieu, des frais avaient été couverts, une vie avait continué. Pour moi, c'était 6 ans de plateau et d'emprunt et de nuit à 3 heures de sommeil entre un manuel d'anatomie et un réveil. J'ai dit « C'était facile pour toi, Théo. » Pas pour moi. Il a dit « Je sais, je le sais maintenant. » À travers le téléphone, j'entendais le ronronnement de la machine de dialyse, ce bruit de fond, ce temps emprunté. Il a ajouté « Papa m'a demandé de te dire que tu devais ça à la famille. Je lui ai dit que je ne le dirais pas. » Théo, refusant de porter la parole de mon père. C'était nouveau. Peut-être que les 4 heures allongées à regarder un plafond font réfléchir à quel type d'homme on a été et quel type d'homme on veut encore être. Le samedi matin, j'ai conduit jusqu'à Lariboisière et je suis entrée par l'entrée principale cette fois. Le hall m'a semblé plus grand vu de ce côté. Une collègue a agité la main depuis le couloir du 4e. « T'es en repos aujourd'hui, non ?» J'ai souri et j'ai continué. Chambre 412, porte ouverte. Théo était redressé, moins jaune qu'il y a 15 jours, mais toujours fragile. Ma mère dans le fauteuil, un chapelet entre les doigts. Mon père près de la fenêtre, bras croisés. Et une 5e personne dans la pièce, une femme d'une 50aine d'années avec un badge autour du cou. La médiatrice indépendante en don d'organes que j'avais contactée moi-même en milieu de semaine.
Sa présence changeait quelque chose dans l'air. Mon père ne pouvait pas faire pression devant une témoin qu'il ne pouvait pas congédier d'un regard. Il a dit, dès que j'ai passé la porte, « Bien, tu es là, on peut avancer ». J'ai posé mon sac et je me suis assise. J'ai dit, « Je parle d'abord ». Et avant que j'aie pu commencer, ma mère a fait quelque chose que je n'avais pas vu venir. Elle a posé le chapelet sur la tablette. Elle a regardé ses mains une seconde. Et puis elle a parlé d'une voix que je ne lui connaissais pas, dépouillée de son vernis habituel, une voix de quelqu'un qui a décidé de poser quelque chose de lourd. Elle a dit « Avant que tu parles, j'ai quelque chose à dire. Quand j'avais 20 ans, j'étais enceinte de Théo, et ton père m'a dit qu'une famille n'avait pas besoin de 2 diplômes. J'avais voulu être institutrice. » Elle a levé les yeux sur moi. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Le silence qui a suivi était dense. Elle a continué. Je me suis dit que ce qu'on faisait avec ton compte, c'était pratique, que la famille passait avant. Mais la vérité, c'est que j'étais en colère. En colère que tu aies une chance que je n'avais pas eue. Une bourse, un projet, une grand-mère qui avait cru en toi. Et je t'ai laissé prendre ce qu'elle t'avait donné, parce que c'était plus simple de ne pas le voir. Elle a essuyé son visage avec le dos de la main. J'ai dit « Merci de me dire ça ». Ma voix était stable. Je pensais chaque mot. Mais j'ai quelque chose à ajouter. Je suis allée chercher dans mon sac l'enveloppe crème. Je l'ai posée sur la tablette du lit, le logo de la banque bien visible, le cachet postal bien lisible. Mars 2016. Mon prénom dans la fenêtre d'adresse. J'ai dit « C'est une lettre du Crédit Agricole ». Elle dit que mon compte de capitalisation est arrivé à terme et que je peux venir le récupérer à mes 18 ans en tant que bénéficiaire légale. J'ai tourné l'enveloppe vers mon père. Elle était dans mon ancien bureau, dans la chambre que vous avez transformée en débarras, non décachetée. Elle n'était pas perdue. Elle avait été rangée là. Ma mère a porté la main à sa bouche. Théo fixait l'enveloppe comme un résultat de bilan qu'on ne veut pas lire. Mon père a fait 3 expressions en 2 secondes. La confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose de plus dur, une muraille qui monte. Il a dit « Je ne vois pas de quoi tu parles ». J'ai dit « Si, tu sais très bien ». La médiatrice a légèrement redressé son stylo. La machine de dialyse continuait son rythme. Vous avez eu ma signature à 17 ans, quand je ne comprenais pas ce que je signais et que personne ne m'a dit que j'avais le droit de refuser. Et quand la banque m'a envoyé cette lettre pour me dire que l'argent était légalement à moi, à ma majorité, vous l'avez prise dans la boîte aux lettres. Mon père s'est levé si vite que la chaise a raclé le sol. C'est du chantage. Tu fais chanter la vie de ton propre frère pour une lettre de banque. Sa voix rebondissait sur les murs. Ma mère a tressailli. Théo a fermé les yeux. Je suis restée assise, main à plat sur les genoux. J'ai dit « Je ne fais pas chanter quoi que ce soit. Je te demande de me voir, pour la première fois. » Mon père a commencé à faire les 3 pas de l'un à l'autre côté de la chambre. J'ai vu ses mains s'ouvrir et se fermer le long de ses hanches. Puis il a pointé le doigt dans ma direction. « T'as toujours été comme ça, à tout ramener à toi, à vouloir être la victime. » La victime. Et c'est là que Théo a parlé. Pas fort, pas en colère. D'une voix qui sortait d'un corps épuisé et qui portait quelque chose qu'il n'avait jamais porté avant. Il a dit « Papa, arrête ». Mon père s'est figé. Théo n'avait jamais dit ça. En 30 ans, dans aucune pièce, à aucune table. Théo a continué. Elle ne fait pas chanter la vie de qui que ce soit. Elle te demande de faire la seule chose que tu n'as jamais faite. Reconnaître que tu t'es trompé sur elle. Mon père a regardé Théo, son fils, son plan. Celui pour qui tout avait été organisé. Et ce fils, depuis un lit d'hôpital avec une voix centrale dans la poitrine, lui disait qu'il avait tort. J'ai regardé le visage de mon père changer. La colère n'est pas partie, elle s'est réarrangée. Couche par couche, quelque chose s'est défait en dessous. Et ce que j'ai vu en dessous, je ne m'y attendais pas. De la peur. Pas la peur de perdre Théo. Ça, il l'a porté depuis des semaines. C'était autre chose. La peur d'un homme qui a passé sa vie à être certain de tout et qui entend tout le monde lui dire que cette certitude était une violence. La médiatrice a dit doucement « Monsieur Renard, peut-être qu'on peut prendre un moment ?» Mon père s'est rassis, la chaise a craqué. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis mon père s'est penché en avant, coude sur les genoux, tête légèrement baissée. Il a regardé le sol. Il a dit, d'une voix que je n'avais jamais entendue venir de lui, « Quand j'étais au lycée, ma sœur aînée a arrêté l'école pour que je puisse continuer. Clémence. Elle était en première. Mon père a dit qu'il fallait que quelqu'un travaille et que ce serait pas les garçons.
Elle est allée emballer des poulets à l'abattoir de Montargis pendant 20 ans. Il a frotté son visage avec les 2 mains. Personne ne lui a jamais dit que c'était injuste. C'est comme ça qu'on faisait. J'ai dit, ça n'en fait pas quelque chose de juste. Il a hoché la tête lentement. Non, non, ça n'en fait pas quelque chose de juste. Il a regardé vers la fenêtre, toujours pas vers moi. Tu étais plus intelligente que Théo, plus intelligente que moi. Et j'ai pensé que ça voulait dire que tu t'en sortirais quoi qu'il arrive, que tu n'avais pas besoin qu'on t'aide. J'ai dit, j'avais besoin. Tu as décidé que non. Il a hoché la tête encore une fois. Et puis il s'est retourné vers moi. Ses yeux étaient rouges, le rouge de quelqu'un qui n'a pas pleuré depuis si longtemps qu'il ne sait plus comment les larmes fonctionnent. Il a dit « Je me suis trompé, Camille, pas sur les études. » Il a dégluti. Sur toi, sur ce que tu valais, sur tout. Je l'ai regardé. Il n'y avait pas de musique en fond, pas de lumière particulière. Il y avait un homme de 58 ans assis dans un fauteuil de chambre d'hôpital et une femme de 28 ans en face de lui. Et entre eux, 11 ans de silence qui venaient de dire leurs premiers mots vrais. J'ai dit « Merci papa ». Ma voix n'a pas tremblé, n'a pas monté. J'ai dit ça avec la même voix que j'utilisais pour dire à une famille que l'opération s'était bien passée. Calme, claire, parce que c'est qui j'étais devenue. Et c'est ce que j'avais fait de moi pendant qu'il ne regardait pas. Je me suis tournée vers Théo. Je planifie l'évaluation avec la docteure Marchand lundi. Mais toi, tu dois me promettre quelque chose. Pas à moi, à ton corps, parce que c'est le seul que tu auras jamais. Il a dit. J'ai déjà commencé. Il y a un suivi addictologique que la docteure Marchand a mis en place. J'y suis allée la semaine dernière. Et j'ai été à une réunion des alcooliques anonymes mardi soir à Montargis. Je ne le savais pas. Cette information a atterri différemment des autres. Doucement. Continue, j'ai dit. Il a tendu la main. J'ai laissé ma main dans la sienne. Sa prise était faible. Le corps d'un homme dont les organes renoncent un à un. Mais elle était réelle. Mon père a pris l'enveloppe crème sur la tablette. Il l'a regardée. Le cachet de 2016. Mon prénom. Il l'a reposée sans un mot. Il n'y avait rien à dire que l'enveloppe ne disait pas déjà. Ma mère s'est levée. Elle m'a regardée. « Est-ce que je peux te prendre dans mes bras ?» J'ai dit oui. Elle a serré longtemps. Pas un câlin de cinéma, un câlin de femme de 55 ans qui tient sa fille de 28 ans dans une chambre qui sentait l'antiseptique et l'air recyclé. Un câlin de 10 ans de retard. Tard valait quand même quelque chose. 6 semaines plus tard, tous les bilans étaient au vert. La docteure Marchand a fixé la date d'opération un jeudi de mars. Le matin de la chirurgie, je suis entrée par l'entrée du personnel, force de l'habitude. Soline m'attendait devant le pré-op. Elle m'a serré la main et elle a dit « Je viens te voir toutes les heures. Et tu essaies pas d'être infirmière depuis ton lit de réveil ?» J'ai dit « Je promets rien. » La salle de bloc était froide. Les lumières au-dessus du chariot étaient si blanches qu'elles effaçaient les pensées. L'anesthésiste s'est présenté. J'ai compté à rebours depuis 10. J'ai atteint 7. 4 heures de chirurgie. 3 petites incisions. Résultats conformes aux données de la littérature. Je me suis réveillée dans la salle de réveil avec une douleur sourde sur le flanc gauche et la bouche comme du carton. Le chirurgien de Théo est passé me voir dans la demi-heure. Il m'a dit que la greffe fonctionnait, que le rein avait produit de l'urine dans la première heure, que le corps l'avait accepté. Ma mère est venue le lendemain avec des marguerites dans un sachet plastique de supermarché. Pas de présentation, pas d'emballage de fleuriste. Elle les a posés sur le rebord de fenêtre sans rien dire à leur sujet. Mon père est passé l'après-midi. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte une seconde, puis il est entré et il a posé un sac en craft sur la table roulante. Il a dit « Clafoutis aux cerises ». La paroisse a fait une vente. Ta tante Clémence en faisait toujours un pour les anniversaires. Clémence, sa sœur qui avait quitté l'école pour lui. Il ne l'avait jamais mentionné avant. J'ai ouvert le sac. C'était encore tiède. La convalescence a duré 5 semaines. Mon rein restant a fait exactement ce que les données prédisaient. Il a compensé, il s'est ajusté, il a continué. Comme moi. J'ai repris le travail en avril. Premier matin, Soline m'a mis un café dans les mains et a dit « La chambre 3 attend ses paramètres ». Comme si je n'avais jamais quitté, comme si rien n'avait changé. Sauf que tout avait changé. Théo m'a envoyé une photo 2 mois plus tard. Un ticket de caisse d'une caisse d'épargne, un virement de 50 €. En dessous, il avait écrit « Chaque mois. Je t'avais dit ». Ce n'était pas 32 000 €. Ce n'était pas censé l'être. C'était la première fois de sa vie qu'il économisait pour quelqu'un d'autre que lui. L'acte comptait plus que le montant. J'ai répondu avec un cœur. J'avais d'abord écrit un pouce en l'air,
Je l'ai effacé et j'ai envoyé un cœur. Ma tante Françoise a appelé une fois après l'opération. Elle avait entendu la version de l'histoire que mon père lui avait racontée. La réunion, l'enveloppe, ce qu'il avait dit. Elle a été longtemps silencieuse au téléphone. Et puis elle a dit « Je suis contente qu'il l'ait dit ». Un autre silence. J'aurais voulu que quelqu'un me le dise à moi aussi. Dans sa voix, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais repéré avant. Le même silence que je portais. Celui d'une femme à qui on avait dit un jour que son avenir ne valait pas l'investissement et qui avait fini par le croire. L'enveloppe crème est dans mon tiroir de nuit, maintenant. Pas comme preuve. La preuve a déjà servi. Elle est là comme rappel. Rappel que demander ce qu'on mérite était la bonne chose à faire, même quand chaque personne autour de vous vous dit le contraire. Un dimanche de septembre, j'étais sur mon canapé, un livre ouvert sur les genoux, un thé qui refroidissait sur la table basse. Soline m'avait envoyé un message pour me dire que mon fauteuil au salon avait besoin d'être remplacé, ce qui est une façon très caractéristique pour elle d'exprimer l'affection. Dehors, Paris faisait ce bruit de dimanche après-midi, une sorte de respiration collective, paresseuse et douce. Mon téléphone a vibré. Théo, le médecin a appelé. Tous les résultats sont parfaits. Elle a dit que je suis en avance sur le calendrier. J'ai dit, continue tes rendez-vous. Je rate plus rien. Un silence entre nous, du genre confortable, le genre qu'on n'avait jamais eu avant. Il a dit, Camille, je voulais juste que tu saches. Je sais, j'ai dit. Et puis, parce qu'il y avait encore une chose non dite entre nous, même après tout ça, j'ai ajouté « Prends soin de toi, Théo. Vraiment, pas pour moi, pour toi. » Il a dit « Oui. » Parfois je pense à cette phrase que ma mère avait dite dans la cuisine ce matin-là, il y a 11 ans. On ne peut se permettre qu'un seul avenir. Et je me dis qu'il avait tort, mais pas sur l'économie. Ils avaient tort sur qui comptait, parce que l'avenir qu'ils n'ont pas financé. C'est celui qui est venu sauver celui qu'il avait tout misé dessus. Je ne dis pas ça avec amertume. Je le dis comme une observation clinique, froide, précise, vraie. Il m'arrive encore, parfois, la nuit, entre 2 tours de contrôle, de m'arrêter une seconde dans le couloir et d'écouter le bruit des machines. Les moniteurs, les respirateurs, les pompes à perfusion. Ce bruit de fond que la plupart des gens trouvent anxiogène et que moi, je trouve rassurant depuis toujours. Ce bruit veut dire que quelqu'un est là, surveillé, maintenu, pas seul. Ce que j'aurais voulu, pendant toutes ces années, c'est que quelqu'un m'écoute comme ça, avec cette attention-là, avec la certitude que je valais la peine qu'on reste. J'ai appris à me l'offrir moi-même. Et maintenant, parfois, je me demande si c'est pour ça que je suis si bonne à ce métier. Parce que je sais ce que ça fait d'avoir besoin que quelqu'un reste dans la pièce et de ne pas être sûr qu'il va rester. Je reste, toujours. Voilà ce qu'il reste après tout ça. Pas une grande réconciliation, pas une table de famille reconstituée où tout le monde se regarde avec amour. Quelque chose de plus modeste, mon père qui appelle le mardi soir pour demander comment va le service. Ma mère qui a envoyé une photo de moi à 5 ans sur les genoux de mamie Geneviève, avec au dos de sa main, elle serait si fière. La photo est sur mon réfrigérateur depuis. Théo qui met 50 € de côté chaque mois. Et moi qui vis avec un seul rein, qui dort 7 heures quand je peux, qui boit son café noir le matin avant le premier tour, qui n'est pas guéri de quoi que ce soit, mais qui n'a pas besoin de l'être. Quelque chose a été fracturé et on l'a remis en place. Pas parfaitement. Les fractures ne guérissent jamais parfaitement. Mais l'os est aligné, c'est assez pour marcher.